Merci et merci au comité organisateur, notamment à Novanovic et à M. Bojanovic pour cette invitation. Alors, le dynamisme internationalisant du mouvement dadaïste repose sur une base philosophique et historique commune à de nombreux pays qu'il n'est pas besoin de raconter ici. C'est qu'à cet humus engendré par la guerre et l'exil que l'on voit la diffusion sinon du dadaïsme, du moins de cet esprit dada, qui envahit l'Europe en 1916 et fait se rencontrer des artistes des nationalités les plus disparates. Tristan Tzara aura beau affirmer que la complexe évolution de Dada, ses tendances différentes dans les sens où il s'est développé, sont le corollaire de son antidogmatisme, elles sont avant tout le fruit d'un réseau qui s'enclenche à partir d'une situation de débâcle généralisée de la civilisation occidentale, sur laquelle viennent se greffer les particularismes culturels, historiques et idéologiques de chaque pays. Notre propos est de fournir, en partant des revues qui, depuis le symbolisme, se sont révélées un organe précieux de l'activisme et du mouvement artistique, quelques éléments d'analyse concernant l'évolution de la ramification italienne de Dada, en évaluant notamment la portée et la nature de l'apport des écrivains transalpins. L'optique choisie se justifie de par les rapports qui, sur le plan culturel, ont toujours caractérisé les échanges entre la France et l'Italie, et qui ont vu la France servir de modèle de référence presque exclusif durant le XIXe siècle. Cette attitude, qualifiée de suggestion et dénoncée au début du XXe siècle par de nombreux intellectuels italiens soucieux de créer les bases du renouveau culturel et moral de la nation récemment constituée, se révèle déterminante alors que le futurisme, bafoué à Paris en 1909, exprime une tendance artistique mais aussi idéologique visant à affirmer la supériorité historique et théorique de la tradition italienne de laquelle doit naître la modernité. C'est au-delà et en deçà du futurisme que Dada pénètre donc dans la péninsule entre 1916 et 1924, époque à laquelle Aldo Fiozzi et Gino Cantarelli, les représentants les plus convaincus du dadaïsme en Italie, adhèrent au fascisme après être rentrés dans les rangs du futurisme deuxième vague. Le panorama des revues italiennes pouvant relever du dadaïsme apparaît éclectique. Sur le plan chronologique, deux périodes peuvent se distinguer. 1916-1918, où Dada et son fondateur se cherchent, époque dominée par le prosélytisme de Tristan Tzara, notamment auprès des artistes italiens, qui participent à toutes les formes de la vie du mouvement, à tel point que Giovanni List affirme que Dada peut alors être considéré un mouvement italo-suisse. Deuxième période, 1919-1924, où la rupture avec l'Italie qui commence à s'ébaucher et quand Tzara publie le manifeste Dada 1918, qui se démarque du futurisme, devient définitive, et la saison de Dada à Paris achève sa trajectoire. Dans ce laps de temps, paraît à Mantoue la seule revue italienne qualifiée ouvertement de dadaïste, bleu, et se concrétise la plupart des collaborations françaises. À côté des revues auxquelles collaborent les artistes italiens qui sympathisent avec Dada, celles où sont d'ailleurs incluses les contributions françaises, certaines revues, sans adhérer ni s'intéresser au mouvement, affichent un certain esprit dadaïsant. Parmi celles-ci, Il Centone, fondé en 1919 à Florence par Primo Conti, et l'Enciclopedia, dont le registre parodique, le ton ironique et démystifiant de 3 des 5 volumes parus entre 1920 et 1923, composés en grande partie d'aphorismes, de jeux de mots et de traits d'esprit, peuvent être assimilés aux pratiques dadaïstes qui sévissent ailleurs à la même époque. Aucun des noms officiels du dadaïsme, et encore moins d'auteurs français, n'y figure. S'y ajoute Avanscoperta, dont le comité de rédaction publie des textes et des poèmes faisant état des rapports entre les néométaphysiciens de Ferrare, Alberto Savigno, Giorgio De Chirico et Filippo De Picis, et les avant-gardistes français Blaise Cendrars et Guillaume Apollinaire, dans un climat qui oscille entre post-futurisme et dadaïsme. Les revues qui ont retenu davantage notre attention se signalent pour leur orientation culturelle libérale, de réflectisme et une position plus modérée par rapport au futurisme de stricte observance. La plupart se limitent à accueillir les contributions de Tristan Tzara. Entre 1916 et 1918, celui-ci se transforme en un véritable médiateur culturel, tentant par tous les moyens de collaborer avec les avant-gardistes italiens, ce qui prouve que dans cette première phase, certaines analogies semblent encore possibles. Le conflit avec le futurisme n'étant pas encore évident. Il se précisera en 1918, quand Tzara prendra conscience de sa poétique et insistera sur le versant nihiliste de Dada, ce dont le nationalisme italien
ne pourra se satisfaire. Ce terrain favorise une certaine ambiguïté de fond, aussi bien sur le versant dadaïste que de la part des Italiens, qui encourage les échanges mais conduira également avec autant de facilité à l'éviction du dadaïsme des revues italiennes. Les intellectuels qui fondent et animent ces revues appartiennent pour la plupart à une faction hétérodoxe du futurisme, refusant la politique interventionniste prônée par son fondateur et certaines conceptions artistiques extrémisantes. Zara réussit toutefois à donner une physionomie unitaire à des cas isolés et géographiquement dispersés, comme le furent ceux du dada italien des années 1916-1919. Il en est pour preuve son abondante correspondance avec les artistes italiens, Filippo De Pisis de Ferrare, Franco Mercati, fondateur de la revue La Brigata de Bologne, qui ne cache pas à Zara que sa renommée en Italie n'est pas la meilleure, Nicola Moscardelli et Maria d'Arezzo, qui publient les pagine à Naples, Enrico Prapolini, futur directeur de Noi à Rome, pour ne citer que les plus importants. Sans oublier les contacts épistolaires avec Gerardo Marrone, animateur de la revue napolitaine La Diana, qui diffusera l'œuvre de Zara dans d'autres périodiques, comme Croce de Barbara de Caserta, La Fonte de Catane, Cronache letterarie de Rome. Zara s'enquiert de l'accueil que reçoit Dada dans les revues italiennes, des textes dadaïstes qu'on y publie et qu'il prie de lui envoyer, échange des revues, suggère aux poètes italiens des contacts avec les artistes français, tissant un véritable réseau de rapports devant avantager la diffusion du mouvement. Il se rend également en Italie à deux moments cruciaux. Durant l'été 1916, quand il rencontre Savigno à Ferrare et Campolini à Rome, avec lequel il projette la future revue Noi, et durant l'été 1920, quand il fait la connaissance de Julius Evola à Rome, pour aller ensuite à Milan, Mantoue et Venise. Il publie dans les numéros de février, mars et juillet 1917 4 poèmes dans les pagine. Circuit total par la lune et la couleur paraît dans La Fonte en mars de la même année, Sainte dans la Diana de Naples, que Gerardo Marrone transmettra également à Arte Nostra de Ferrare pour publication en décembre 1920. Droguerie Conscience prend place dans les Cronache letterarie en février et retraite dans Croce de Barbara en mars 1917, relancée dans SIC, la revue de Pierre-Albert Guiraud, au mois de septembre-octobre. Enfin, le Docteur de Lyon se souvient, paraît dans Cronache d'Attualità en novembre 1919. Il s'agit pour la plupart de textes du recueil 25 poèmes de 1918. Certains rapports avec les écrivains français se sont noués durant les années 1916-1918, alors que les artistes italiens fréquentent Zurich et le cabaret Voltaire. Les choix que les revues plus consciemment ouvertes au mouvement zurichois opèrent, notamment par rapport aux présences françaises, expliquent en partie leur projet esthétique. Guillaume Apollinaire, qui est en contact avec Marinetti et a adhéré au mouvement avec son manifeste de l'antitradition futuriste du 29 juin 1913, jette un pont entre futurisme et dadaïsme. Un seul texte du poète de Caligula n'a cependant pu être recensé dans les livres en question. Il s'agit du Voyage du Kabyle, poème écrit au verso d'une carte postale adressée à Francesco Meggiano le 11 avril 1917 et publié en mai dans la revue que ce dernier avait fondée en juin 1916 avec Bino Binazzi, La Brigade. La revue, qui naît sur des positions plutôt contradictoires vis-à-vis du futurisme, adopte par la suite les conceptions de Dada et celle du groupe des néométaphysiciens de Ferrare. Elle accepte les modèles français, mais reviendra par la suite à la tradition. Son éclectisme est la traduction de son refus de toute forme de dogmatisme. Bino Binazzi dénonce dans le premier numéro l'acquiescement excessif au symbolisme français, au nom d'un rappel aux racines, à la vigueur et à la franchise italienne, prônant une adhésion à la pleine exaltation lyrique dans le sens orphique. Mériam élabore le projet en 1917 de 2 fascicules sur l'avant-garde franco-belge qui auraient dû être édités par Apollinaire et Hélène Guerra, mais qui ne verront malheureusement pas le jour. Seul le poème d'Apollinaire demeure. Ce dernier, dit à Marinetti, servira souvent d'intermédiaire entre les poètes français et les jeunes artistes italiens. Il est curieux de constater, par contre, que la revue de Mériam ne publie aucun texte de Zara. D'ailleurs, le numéro 7 de la Brigata de février-mars 1917 annonce, à travers Binazzi, une nouvelle orientation et le retour à la tradition, même si un débat très vif avec l'avant-garde continuera à occuper les pages de la revue. À Rome, la revue Noi, di Enrico Pampolini et Dino Sammignatelli, adopte
adopte une attitude d'adhésion critique vis-à-vis de Dada et passe par plusieurs phases. Seule la première série, 8 numéros divisés en 4 fascicules entre juin 17 et janvier 1920, accueille le dadaïsme. Ce qui n'empêche pas un intellectuel avisé comme Prampolini, qui en janvier 1920 adhérera au mouvement Dada dans une lettre à Zara qu'il signe Prampolini futuriste, de revendiquer le 4 août 1917 la primauté du futurisme sur Dada en écrivant « Vous n'êtes pas authentiquement sincère pour ce qui concerne votre mouvement Dada. Avec Marinetti, avec notre pauvre ami Boccioni, avec les autres, nous avons déjà dit et fait ce que vous dites et faites aujourd'hui. » Dans le numéro de janvier 1919 de No, il attaque et manifeste. Le dadaïsme créé par Tristan Tzara, déclare Prampolini, est un résidu de romantisme traversé par un courant de futurisme italien mal compris. C'est pourquoi toutes les manifestations poétiques et plastiques que les artistes de Zurich s'obstinent à présenter sont un fruit sourd à toute possibilité esthétique. Cependant, le numéro 1 daté juin 1917 présente un poème de Tzara, Croix jaune, dont Fiozzi et Cantaraelli s'inspireront pour choisir le titre de leur revue Mantoine Bleu. Le numéro double de février 18 voit la présence de Pierre Verdi avec Voyage, poème cubiste qui sera repris dans le recueil Source du vent de 1929, et de Pierre-Albert Guiraud qui signe Poème-Cage. Ces deux poèmes, d'inspiration cubo-futuriste, appartiennent à une littérature typographique qui s'ouvre sur l'espace, en envahissant complètement la page, se distinguant par sa texture visuelle. Le poème de Verdi se décompose ensuite d'instants selon un procédé cubiste, alors que Pierre-Albert Guiraud privilégie les jeux de mots et de sons. Ce même style qualifie Lundi, poème à 2 voix simultanées, qui paraît dans le numéro de janvier 19. Albert Guiraud précise dès le titre la composante simultanéiste du texte, qui présente également une écriture onomatopéique. Ce même numéro enregistre la présence d'un autre cubiste, Blaise Cendrars, avec le poème intitulé La Tête, qui sera repris dans le recueil des 19 poèmes élastiques, et qui fonctionne par association d'images arties. Le numéro de l'année 1920 comprend Révolte d'Amiro de Pierre Verdi, qui semble s'inscrire dans la littérature de guerre typiquement futuriste, comme Tour de Nasky de Roger Biron. Poème de Georges Piment, une inspiration africaine qui reproduit les mécanismes de succession des images typiques des rêves. Les Saltimbanques de Tzara, daté 1916, inclus plus tard dans le recueil de Nos oiseaux. C'est donc à l'enseigne du cubisme et de la poésie d'esprit nouveau, semblerait-il, que No y situe les contributions françaises. Les rapports entre Albert Guiraud et Prampolini seront d'ailleurs durables, et le programme des manifestations d'art organisées par No et la Casa d'Arte Italiana donneront lieu à la création du drame pour marionnette Matou Mette Vibar à Rome les 14 et 15 juin 1919. Signalons en outre que sur l'ensemble des revues examinées, Pierre-Albert Guiraud et Verdi, lui aussi très proche du comité de rédaction de No et après la guerre, sont les poètes français les plus présents, suivi du critique cubiste Maurice Rénal, de Louis Aragon et de Blaise Cendrars. Toujours dans la capitale, la revue Valor et Place, Tichy fondée en novembre 18 par Marc de Broglio, comme support de la nouvelle tendance avant-gardiste exprimée par Carlo Carrà et la peinture métaphysique, reviendra elle aussi par la suite à une forme de classicisme et contestera les avant-gardes engagées sur le plan sociopolitique et révolutionnaire. Entre-temps, essayant de se détacher du futurisme, elle consacre le numéro double de mars 19 à l'avant-garde française, et plus précisément au cubisme. S'y côtoient André Salmon, Jean Cocteau, Max Jacob, Pierre-Albert Guiraud, Blaise Cendrars, Breton, Aragon et Soupeau. C'est indéniablement la revue italienne qui exhibe la plus grande concentration d'artistes français dans un même numéro. Les textes apparemment plus réguliers, généralement privés de ponctuation, qui ne présentent pas de décomposition typographique, comme Peindre d'André Salmon, Quimper de Max Jacob, Poème à la chair de Pierre-Albert Guiraud, figurent à côté de très courtes compositions comme Madame et Température de Jean Cocteau, Première larme où Blaise Cendrars introduit la déstructuration graphique, Shrapnel où est évoquée la tragédie de la bataille de la Marne. Les textes de Breton, Monsieur V, de Soupeau, Vin liqueur, et d'Aragon, Poésie à grand spectacle, l'une des meilleures réussites du futur recueil Feu de joie, sont assimilables aussi au cubisme littéraire. Dans les numéros suivants, les textes critiques de Maurice Rénal sur le cubisme complètent la parabole de la revue. Mantoue représente le véritable bastion dadaïste italien, mais aussi la fin d'un parcours.
Deux revues y paraissent, l'une née des cendres de l'autre. Procellaria, fondée en avril 17 par Gino Cantarelli et Aldo Fiozzi, qui publie en juillet 1920 son dernier numéro, alors que Bleu, sous la même direction, donne sa première livraison. Seule la première série de Procellaria, 5 fascicules en tout, accepte les collaborations de l'avant-garde française. Essentiellement littéraire, la revue enregistre la plupart des tendances avant-gardistes du moment: futurisme, dadaïsme, cubisme, néo-métaphysique, faisant état d'une grande couverture culturelle. Elle revendique une dimension avant-gardiste internationale avec une prédilection pour Pierre-Albert Béraud. Le numéro 2 de mai-juin 1917 est présent avec 8 de ses poèmes de poche, sur le point d'être publié aux éditions SIC. Crayon bleu, signé Pierre-Albert Béraud, cubiste français, et sous-titré en italien Poema a tre voci sincrone, témoigne dans le numéro 4 des recherches sur la simultanéité qui occupe le poète, mêlée au jeu onomatopéique et à la déstructuration graphique. Le dernier numéro de la série de février 1920 propose un extrait du recueil La joie des 7 couleurs, qui vient de paraître chez SIC, ainsi que l'intéressante préface du drame Matou et Vivar. On doit au directeur Gino Cantarelli, musicien raffiné, la présence de Germaine Albert Biro, qui signe musicien cubiste la partition musicale Chat perché, extrait du recueil Imprévu devant paraître aux prochains ans, et un fragment de l'ouverture de la musique des Mamelles de Tirésias, le drame surréaliste d'Apollinaire, créé le 24 juin 1917. Reverdy fait son apparition dans le numéro 5 avec 2 textes, L'étoile et colère, qui réalisent cet équilibre entre tradition et aventure post-symboliste et apollinarienne qui caractérise leur suite. Tristan Tzara complète le tableau avec 2 textes, précédés de l'indication Movimento Dada, mais que Tzara signe poète abstraitiste roumain. Procellaria devient ainsi pour un bref moment un point d'appui du dadaïsme, même si les tendances artistiques déclarées, évidentes ou implicites, ne renvoient pas directement exclusivement au mouvement de Tzara. Le changement de cap imposé à la deuxième série oblige Cantarelli à interrompre la publication. La rencontre de ce dernier de Fiozzi avec Julius Evola, que l'on doit à Tzara, est décisive. Evola avait tenté en vain à Rome de transformer Noé en une revue dadaïste. Il projette alors Bleu avec Cantarelli et Fiozzi, qui voit le jour en juillet 1920, organe du dadaïsme italien et porte-parole du débat idéologique du dadaïsme européen. Bleu participe du climat des manifestations romaines organisées par Evola, qui déclare l'autonomie du dadaïsme italien par rapport au futurisme. René Dunant se charge de définir l'esthétique du mouvement dans 2 textes, dont un programmatique, qui sont publiés dans les 2 premiers numéros. On y retrouve Reverdy, avec un texte en prose sur la peinture moderne et un poème en prose qui figurera par la suite dans le recueil Étoile peinte de 1921. Dans le numéro 2, 8 septembre 1920, Louis Aragon présente en version italienne, traduite par Cantarelli, tout comme les textes critiques de René Dunant, le manifeste du mouvement Dada, lu en février au Salon des Indépendants. Dans ce même numéro apparaît Paul Éluard, avec le poème Comédienne, repris dans Les nécessités de la vie et les conséquences des règles en 21, et Georges Beaumont d'Essaigne, auteur du poème en prose Tristan Tzara. Si le premier numéro de Bleu n'est pas complètement dadaïste, le numéro 3 de janvier 21 se distingue pour la présence massive des dadaïstes parisiens, fortement voulu par Evola qui subventionne ce numéro et crée un front unique entre le groupe romain et le groupe Menton. En août 1920, Cantarelli sollicite à plusieurs reprises la collaboration de Francis Picabia à la revue, comme celui-ci l'avait promis, par l'entremise de Tzara. Ainsi trouve-t-on dans ce même numéro Tzara avec le poème Ange, Picabia avec Femme d'humiliation, Rigmond d'Essaigne avec Flotteur, Louis Aragon avec Une fois pour toutes et Paul Éluard avec En 3 mots, Langage clair. Avec ce dernier numéro de Bleu se termine l'aventure de Dada en Italie, qui à Rome, mais surtout avant tout, n'aura été que le reflet des activités dadaïstes parisiennes. Les réactions que suscitent les expositions et les manifestations dadaïstes romaines au mois d'avril 1921, notamment de la part des futuristes Ragaillardi, provoquent un renversement critique chez Fiozzi et Cantarelli, qui interrompent le rapport épistolaire avec les dadaïstes français et italiens et, sous la pression de l'avant-garde officielle, retournent bientôt au sein du futurisme. Le numéro 4 de Bleu, pourtant prêt, ne sera jamais publié.
Michel Sanouillet affirme à bon droit que l'influence dadaïste en Italie se réduisit fréquemment à la contamination de tel ou tel numéro de revue. En outre, une fois à Paris, Zara semble ne plus avoir besoin de ses contacts italiens. L'isolement de Fiorzi, Calcarelli et Evola est d'ailleurs inévitable, dans une atmosphère générale qui tend à inverser le rapport que l'Italie doit désormais établir avec l'Europe, et en particulier avec la France. Le 28 juillet 1919, dans le Popolo d'Italia, Alberto Savinio, dans la lignée de Benedetto Croce, avait attaqué le dadaïsme, en faisant ouvertement référence à la France, considérant le phénomène dada comme la conséquence, en France, d'une décadence esthétique, plastique et morale. Il se préoccupait d'ailleurs des possibles infiltrations en Italie, mais se félicitait du fait que le dadaïsme y semblait déjà éteint. La critique a éclairci depuis les raisons profondes qui font somme toute de Dada en Italie une avant-garde impossible.